Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ce matin avec nous. Donc, je me présente Alexandrine Desourdiers, je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre. Bienvenue à ce webinaire Convergence. Donc, Convergence, c'est une initiative qui est portée par la Chambre et la BMO avec le soutien de plus de 27 partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec. Depuis maintenant plus de 3 ans, Convergence offre une aide aux entreprises pour adopter des pratiques durables. Et donc, à travers l'initiative, on vous invite à retrouver une foule de ressources, d'activités, de services d'accompagnement, de formation pour accélérer vos démarches de transition. Et donc, c'est pour répondre aux besoins des entreprises qu'on a lancé une série de webinaires où on vous invite à rencontrer des entrepreneurs, des leaders qui nous partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L'avantage d'être avec nous en direct ce matin, et merci beaucoup d'être présent en direct ce matin, c'est l'occasion de pouvoir poser vos questions à nos experts, à nos invités. Donc, dans la bulle Q&A qui apparaît au bas de votre fenêtre, je vous invite en tout temps pendant la séance à poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin de l'échange. Donc, merci encore de prendre le temps. Aujourd'hui, on va approfondir un sujet de la finance. Donc, comment la finance, appuyée par la science, redéfinit les critères de compétitivité et d'accès au capital. Et pour cette occasion, j'ai deux invités à vous présenter. Donc, sans plus tarder, on a le plaisir de recevoir le co-développeur de l'initiative Convergence et un leader très engagé, Grégoire Baillargeon, qui est président BMO Groupe Financier Québec et vice-président du conseil BMO Marché des capitaux. Et Grégoire, merci beaucoup d'être avec nous. Grégoire s'entretiendra, avec Sonia Lee-Trottier, directrice de l'Initiative canadienne de droit climatique. Donc, Sonia, merci beaucoup d'être avec nous. Je te laisse prendre la suite, puis on se retrouve dans quelques instants pour la période de questions à la fin. Bonne discussion. Super, merci Alexandrine. Donc, bon matin tout le monde. Je suis super heureuse d'être avec vous ce matin dans le cadre de l'initiative Convergence qui a été cofondée et menée avec Grégoire. Puis, je suis contente d'être avec toi ce matin, Grégoire, et avec la Chambre. Donc, avant qu'on parte la discussion, je voulais un peu mettre la table de pourquoi on est ici ce matin. Évidemment, c'est dans le cadre de l'initiative Convergence, mais en parallèle aussi, je siège sur le secrétariat d'une nouvelle initiative qui s'appelle Parcours des entreprises de demain, en fait, qui vise à aligner les institutions financières sur ce que constitue un plan de transition qui est crédible pour aider, dans le fond, les entreprises à développer et communiquer leur plan de transition. Donc, on sait que les investisseurs regardent de plus en plus si les entreprises elles sont prêtes pour le climat dans leurs décisions d'investissement, mais on sait aussi que les entreprises font face, vous faites des faces à des défis, en fait, pour naviguer ces attentes-là des investisseurs, puis bien communiquer comment, en fait, vous êtes résilient et durable sur le long terme. Et les plans de transition, en fait, là, aident vraiment à accéder des marchés, du capital, à renforcer sa résilience et la compétitivité. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on est là pour discuter. Donc, on va mettre la table, Grégoire, si ça te convient. Donc, comme première question, en fait, je voulais vraiment poser une question qui est assez relativement ouverte, même si on est ici pour parler des plans de transition. Comme Alexandrine l'a mentionné, Convergence est vraiment là, en fait, pour aider les entreprises au Québec à naviguer la transition énergétique. Et donc, on sait en ce moment que les entreprises là, font face à différents défis, là, notamment, par exemple, des défis économiques avec la guerre des tarifs. Et, mais malgré tout, en fait, elles doivent se préparer à comment on fait pour transitionner et réduire leurs impacts sur l'environnement. Puis, en fait, comme on l'a vu, notamment avec Convergence, BMO déploie beaucoup d'efforts à aider ces entreprises-là à transitionner afin qu'elles restent compétitives, résilientes et durables. Puis, ton collègue Graham à BMO Gestion d'actifs siège en fait sur le conseil aviseur de parcours des entreprises de demain. Donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait BMO est si actif à soutenir les entreprises dans la transition, surtout dans le contexte actuel, que ce soit autant de manière générale ou les plans de transition? Premièrement, merci Sonia de l'invitation. Merci à la Chambre de tenir ce webinaire. C'était vraiment un plaisir, évidemment, pour BMO de cofonder Convergence, puis de voir le momentum autour de l'ensemble de l'initiative, les webinaires, évidemment, les forums et l'ensemble de l'œuvre. La raison pour laquelle on a cofondé ça et la raison pour laquelle on s'implique autant. Il y a une partie qui est un peu évidente, là. On a une crise qui est à nos portes, une crise climatique, une crise des
des limites planétaires qui est évidente. À travers tous les vents de face là, dont on entend parler ces temps-ci, je vous dirais, une des choses qui me rend le plus optimiste, c'est que le niveau de conscience des grandes entreprises, des conseils d'administration, des C-suite executives à travers le pays, à travers l'Amérique du Nord, il est à un niveau vraiment très élevé. Là. On n'est pas il y a 10 ou 15 ans où il y avait un manque de conscience. Alors là, la crise climatique, elle est bien connue, elle est vue comme un risque véritable pour l'ensemble des entreprises, l'ensemble de l'économie. Et les entreprises qui sont gouvernées convenablement gèrent leurs risques. Alors, évidemment, quand je dis c'est évident, c'est à nos portes. L'état de la crise évidemment très dérangeant. La trajectoire continue à être très inquiétante. Il y a des beaux progrès qui se font, il y a des progrès très matériels, on va en parler aujourd'hui, mais il y a un état des choses qui est très inquiétant. Je dis souvent, moi, quand je suis né, là, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était à 330 parties par million. Donc, si vous voulez, on était parti du 280 qui a permis à la civilisation humaine d'être florissante comme elle l'a été. On a une stabilité du climat extraordinaire depuis la création de l'agriculture il y a 10 000 ans. Et soudainement, ben, on était rendu à 330 quand je suis né. Aujourd'hui, on est à 430. Donc, en l'espace de ma vie, on a augmenté de 100 parties par million. La trajectoire est très inquiétante. Mais ce n'est pas juste cette trajectoire-là, c'est l'ensemble des questions de transition, des limites planétaires. On en dépasse plusieurs. Et donc, pourquoi BMO s'implique autant? Ben, on a été fondé il y a 200 ans. On a l'intention d'être là pour supporter les économies qui sont florissantes pour les 200 prochaines années. Alors, il faut regarder le futur de façon lucide. Le changement, c'est toujours dérangeant en société, mais donc on a un futur qui est nécessairement différent. Une économie qui va devoir opérer à bas carbone, qui va devoir se rendre à net zéro pour que la concentration de CO2 non seulement se stabilise, mais tranquillement réussisse à se réduire, que ce soit à travers les solutions qui seront naturelles ou engineered, mais il va falloir stabiliser cette situation-là et la ramener. Donc, pourquoi BMO s'est investi comme ça? Ben, ce qu'on veut, c'est évidemment des économies qui sont solides. On veut des clients qui se positionnent de la bonne façon pour cet avenir-là, qui est certain, un avenir différent. Et donc, les accompagner pour que nos clients soient les champions de demain, pour que nous, on soit une banque qui se retrouve exposée aux bons acteurs dans les bons secteurs et pour aider l'ensemble de l'économie à s'en aller dans la bonne direction. Toujours à l'intérieur d'un rôle qui est très complexe en société. Une banque, c'est une entité très nuancée. On a beaucoup de stakeholders. Il n'y a pas juste les actionnaires, il n'y a pas juste les déposants, il n'y a pas juste les communautés dans lesquelles on œuvre. C'est un ensemble de stakeholders et il faut tenir toutes sortes de rôles en équilibre. Mais de notre perspective, on arrive à le faire. Je dirais, pour conclure ce petit point-là, comment on a opéré ça, puis pourquoi BMO le fait de façon aussi consistante à travers l'ensemble de l'organisation dans l'Amérique du Nord, c'est qu'il y a essentiellement trois niveaux à ça. Il y a le niveau comme organisation, quelle est notre raison d'être? Puis ça, je suis très, très fier de notre organisation là-dessus. On est allé clarifier pour nos 50 000 employés quelle est la raison d'être de la banque. La raison d'être de la banque, c'est de faire une différence dans l'économie et dans les communautés où on œuvre. Faire une différence dans la vie comme en affaires. Je sais bien moi. Et ça a trois piliers. Et un de ces piliers-là, c'est une économie durable. C'est un futur, un avenir durable. Et donc, quand tu mets ça dans le cadre, ben, l'ensemble de tes employés réalisent que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut se pencher. Après, tu descends un autre étage, tu te dis, mais comment on l'intègre dans la stratégie? Alors, la stratégie de BMO sur la question climatique, c'est d'être le partenaire principal de nos clients dans leur transition vers cette économie bas en carbone, vers une économie net zéro. Pour certaines industries, c'est plus complexe que d'autres. On est là pour les accompagner dans ça, avec des solutions, avec de la valeur ajoutée, avec des conseils. Et, euh, et après ça, ben, il y a l'aspect opportunité, c'est-à-dire un monde en changement amène des nouveaux champions. Euh, et on a l'intention de s'assurer qu'on aide ces champions-là à se créer. Alors, il y a une opportunité d'affaires dans ça qui est véritable. Alors, avec ces trois éléments-là, c'est ce qui catalyse l'ensemble de nos actions. Super, merci. Tu as vraiment touché à plein de points que je veux
qu'on approfondisse ce matin. Tu as fini avec les opportunités parce que ça tombe super bien. Parce que, en fait, les plans de transition, ça va vraiment au-delà, en fait, de la divulgation climatique, tu sais, le reporting climatique qui est plus comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Tu as parlé au début de toute bonne entreprise va regarder c'est quoi la gestion de ses risques, en fait. Puis, ben, les risques climatiques, c'est un risque financier, comme tu l'as mentionné maintenant. Mais les plans de transition, c'est beaucoup axé sur le futur, en fait, sur les opportunités. Qu'est-ce qui est excitant? C'est sur la stratégie, comment tu intègres ça. Tu as mentionné ce que BMO fait, mais ça se fait aussi autant des institutions financières, mais aussi les entreprises, en fait, comment elles font pour intégrer ça dans leur stratégie. Puis on regarde dans le futur. Et puis, parcours des entreprises de demain, ça se concentre vraiment sur la crédibilité. Donc, on veut pas juste des ambitions sans objectifs. On veut pas des ambitions, des objectifs, pardon, sans plan pour y arriver. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur quelles sont les opportunités qui t'excitent ici ou à l'étranger. Tu l'as dit, ça Hmm. crée des nouvelles opportunités. Il y en a plein au Québec. On a des entreprises aussi qui existent déjà, mais qui se concentrent à transitionner. Donc, qu'est-ce qui t'excite au niveau opportunités, stratégie dans le futur? Euh, la liste est longue. Puis en fait, je pense qu'ici au Québec, il y a une façon de regarder ça avec une lentille particulière. On a le privilège d'avoir une grille électrique qui est complètement décarbonée, d'avoir de l'électricité qui est 100% verte. Euh, je pense que c'est important que les Québécois, les entreprises québécoises réalisent ce que ça représente. Dans la plupart des juridictions, la question de la transition, elle a deux grands volets. Le premier grand volet, c'est de décarboner l'électricité. Si l'électricité, elle produit des émissions importantes, que ce soit parce qu'elle est faite à partir de charbon ou de gaz naturel, euh, ben, c'est beaucoup plus difficile de venir électrifier un processus pour décarboner une activité industrielle ou le transport, parce que l'électricité elle-même amène une empreinte carbone. Alors, la transition elle a toujours deux grands volets. Décarboner l'électricité et ensuite électrifier. Puis, il n'y a pas que ça, là, mais c'est certainement deux des très grands volets. Ici, au Québec, la première phase de ça, elle est faite. Elle est faite de par la nature de ce qu'on a créé comme système électrique. Et donc, quand on électrifie quelque chose, on décarbone nécessairement l'activité. Euh, Électrifier une flotte de transport dans certains États américains ou dans certains pays du monde, ben oui, ça décarbone un peu, mais pas tant que ça, parce que l'électricité est une empreinte. Mais ici au Québec, tout de suite, on s'en va quelque chose de pleinement décarboné. Et donc, l'électrification, en général, devient donc une opportunité extraordinaire. L'électrification de systèmes industriels, l'électrification des transports, je vais y revenir dans un instant, et l'électrification des bâtiments, du chauffage des bâtiments. Euh, sur ces éléments-là, on est à un tipping point, particulièrement sur les transports et les bâtiments, ou de faire un choix décarboné d'électrification au moment du déploiement d'une nouvelle flotte ou au moment de la construction, de la rénovation d'un bâtiment, de choisir la solution décarbonée économiquement. On est passé le tipping point, c'est tout à fait économique, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, je pense qu'on va avoir une superbe accélération en transport, puis une superbe accélération en, euh, en bâtiment. L'efficacité énergétique, entre autres sur ces deux éléments-là, est une gigantesque opportunité. L'efficacité énergétique, ça a toujours été quelque chose d'intéressant parce que c'est toujours économique. L'idée de consommer moins d'énergie pour arriver au même output, ça a toujours été un processus d'affaires qui trouve sa place. Mais quand on rajoute la question de décarbonation dans le mix, il y a encore plus d'attention qui s'y prête. Alors, les compagnies qui travaillent en efficacité énergétique, en gestion de la demande, en gestion intelligente de l'utilisation énergétique, c'est des opportunités extraordinaires. Alors, encore une fois, pour des entreprises québécoises, c'est vrai au Canada, dans d'autres juridictions aussi, l'opportunité, le marché est là parce que l'électricité est verte et donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont aller chercher certaines de ces solutions-là et donc pour plusieurs des entreprises qui amènent les solutions, il y a de superbes opportunités. L'opportunité pour l'entreprise qui se décarbone à travers ce processus-là, ben, c'est d'arriver dans sa chaîne d'approvisionnement, puis on va parler des chaînes d'approvisionnement un petit peu plus tard, euh, avec une solution qui est plus décarbonée que ses compétiteurs ailleurs dans le monde. Et ça, c'est un avantage compétitif indéniable. De plus en plus, les grandes corporations, dans leur processus de sélection, demandent de l'information sur l'empreinte carbone, sur l'ensemble du scope 3.
Et donc, il y a une grosse, grosse opportunité pour des entreprises basées ici d'arriver avec des produits, des services qui sont plus décarbonés et donc d'avoir un avantage compétitif. Cette pression-là, elle a une certaine intensité en ce moment. Elle a eu des vents de face, évidemment, depuis à peu près un an, mais la tendance de fond, elle est inarrêtable. Et c'est des avantages stratégiques qui demeurent. Puis quand on n'investit pas pour l'année prochaine, habituellement dans des projets d'infrastructure, dans des projets énergétiques, dans des projets d'usines, de rénovation. On investit pour le futur. Donc, le futur, il est clair, puis je pense que le déploiement se fait de la bonne façon. Mais donc, c'est ça. Alors, les opportunités, c'est vraiment d'arriver avec un produit et un service décarboné. Puis c'est pour des entreprises d'arriver avec des solutions qui vont se trouver un marché de par une grille qui est verte. Oui, merci de parler des ventes face. Puis nous, à Parcours, on parle beaucoup en entreprise aussi. Puis c'est justement, le but, c'est vraiment de lier aussi la communauté financière avec la communauté d'affaires, puis réduire en fait l'écart qui est entre les deux pour s'assurer qu'on va sur la même page sur qu'est-ce qu'on s'attend de l'un de l'autre, puis comment on fait pour se soutenir dans cette décarbonation-là. Euh, on vise pas à Parcours à créer des nouvelles normes, des nouvelles lignes directrices. On sait qu'il y a plein de cadres existants pour communiquer ce que les entreprises font, que ce soit au niveau des opportunités ou des risques. Quand on regarde en arrière, on regarde de l'avant. Mais on veut faire du sens, en fait, à ce qui existe déjà, en fait, puis de l'ancrer dans le contexte canadien, de l'ancrer dans le contexte québécois pour aider justement à ces différents secteurs-là à communiquer puis développer leur plan de transition. Et donc, justement, avec votre vente face-là, je serais curieuse de t'entendre à dire pourquoi, selon toi, et BMO, les entreprises devraient investir ce temps-là, en fait, puis l'énergie à développer les plans de transition, à communiquer à leurs investisseurs. Je pense que la distinction la plus importante que tout le monde doit faire, là, c'est il y a beaucoup de bruit en ce moment. Là, la question climatique a été beaucoup polarisée. Et ce bruit-là amène les gens qui sont peut-être moins impliqués autour de la question de se dire, il semble qu'il y a une pause, il semble que les choses ne se font pas. Mhm. Mais, mais je reviens à ce que je disais au départ. Les entreprises, et la plupart sont gouvernées de façon parfaitement adéquate, ont une vue du futur, ont une vigie stratégique sur comment se positionner dans 5 ans, dans 10 ans. La plupart des entreprises ont un plan stratégique. Et ce plan-là tient en compte de toutes sortes de tendances mondiales. On peut parler de l'intelligence artificielle. Les entreprises ont un plan par rapport à l'intelligence artificielle, puis comment ils vont se positionner compétitivement face à ça. C'est une tendance de fond sur 5, 10 ans pour savoir comment on se positionne. La question climatique aussi. Alors, il n'y a pas d'entreprise qui se dit ça. Il y a pas de déni de ce type-là. Il y en a en politique, il y en a peut-être dans les processus électoraux. Mais quand on gère une entreprise, quand on a des devoirs fiduciaires, quand on est un propriétaire, on gère des risques, on gère des opportunités, on regarde le futur de façon lucide et on se procède. Et donc, ces vents de face-là, ils sont moins intenses que ce que les gens pensent vraiment. Alors, les gens, la plupart des entreprises investissent pour le futur. Euh, Là où il y a un vent de face qui, qui vaut la peine d'admettre, c'est que avec ce mouvement de pendule politique-là vient de l'incertitude sur les politiques publiques. Et ça, c'est dérangeant parce qu'une transition, le changement, requiert souvent une participation gouvernementale, euh, soit des subventions, soit de la réglementation, soit des interdictions. Et le gouvernement va pousser un certain changement pour s'assurer que les objectifs de la société sont attendus. Alors, ce mouvement de pendule politique-là amène de l'incertitude sur les politiques publiques et donc certains risques sur la vitesse de transition, sur la façon dont ce futur-là va se dessiner. Et ça, c'est dérangeant. Mais les mouvements politiques passent et viennent de part et d'autre. Et donc, il y a une certitude tout de même qu'on s'en va vers une économie basse en carbone. Et si on s'investit sur plusieurs années dans son entreprise, il faut prendre en compte qu'il y aura une administration dans un pays ou un autre qui, à différents moments dans le temps, va avoir des politiques qui vont être plus intenses que ce qu'on a en ce moment. Donc, si on ne se prépare pas pour, ça va coûter cher plus tard. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que les décisions continuent à se prendre, euh, mais, et donc cette tendance de fond-là demeure avec beaucoup de bruit puis beaucoup de polarisation. Encore une fois, la polarisation,
Elle est sur les choix politiques. Il faut reconnaître que la question climatique, le changement vient avec des choix de société. Le choix à quelle vitesse on décarbone l'économie est un choix politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on met du sacrifice, puis à quelle intensité et à quel endroit dans le système. Alors, il y aura nécessairement des choix politiques dans ça. La science ne devrait pas être politique. Elle se fait polariser, euh, malheureusement. La façon dont elle est rapportée, la façon dont elle a été discutée, et ainsi de suite. Alors, il y a une polarisation qui s'est bâtie là-dessus. Mais la physique du climat, Mhm. ça, je veux dire, c'est quelque chose de non négociable, là. Alors, on peut négocier, peut-être qu'on peut négocier la science, peut-être on peut interpréter la science, c'est des humains qui écrivent les rapports. Enfin, mais la physique, elle est là. Elle est avec nous. Elle va nous accompagner sur les prochaines décennies, les prochains siècles. Et ça, il n'y a pas de politicien qui peut négocier avec la physique, là. Alors, on va vivre les risques physiques, les risques de transition qui vont venir avec, nécessairement. Et donc, des vents de face, il peut en avoir des passagers, mais la destination demeure la même. Oui, tout à fait. Puis, on a publié à Parcours des entreprises de demain notre premier rapport en octobre dernier qui met un peu la table sur les plans de transition. Pourquoi c'est important? Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices pour les entreprises? Tu en as mentionné beaucoup durant notre conversation. Où est-ce que le Canada se situe par rapport à ses pairs? On parle beaucoup de, OK, les entreprises doivent trouver d'autres marchés. Où on est où au Canada par rapport à ça? Puis, on a vraiment ancré le rapport sur il y a des incertitudes, certes, comme tu l'as dit, il faut le mentionner. Je pense que c'est important de le reconnaître, mais il y a beaucoup de certitudes. Puis se préparer aux risques physiques des changements climatiques, bien ça, c'en est une certitude, comme l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'il faut se concentrer sur ça, puis faire, entre guillemets, abstraction un peu de tout le bruit qu'on peut entendre. Puis, tu sais, je pense que BMO, c'en est la preuve. À Parcours, on a plusieurs investisseurs, en fait, qui sont à la table. Il y a encore plein de monde qui se concentre sur ces questions-là, puis qu'on veut, en fait, soutenir les entreprises, puis Et BMO veut soutenir ses moi, clients. je pense que c'est intéressant. Les gens doivent aussi arriver à distinguer là, la polarisation du terme ESG et la question climatique, la question de décarbonation. Alors, à tort, possiblement, j'en étais moi-même un critique depuis plusieurs années. La question environnementale, il y a une crise climatique qui est à nos portes, qui demande d'agir de façon urgente et intentionnelle. Ensuite, il y a toutes sortes d'autres changements qu'on peut avoir besoin en société, des meilleures pratiques, des meilleures gouvernances, des meilleurs aspects sociaux dans les entreprises, qui ont une grande importance aussi. Mais, mais quand on met tout dans un paquet, ben, on amène toutes sortes de questions politiques ensemble et on crée Ouais. ce qu'on a en ce moment, qui est une polarisation totale du ESG. Et donc, j'invite les gens à décupler un petit peu cette question-là et de se dire, bon, par rapport à la question de transition énergétique, de décarbonation de l'économie, là, c'est quoi notre plan? Puis ça, c'est une question d'affaires. Mhm. Pour le reste, je vous encourage à devenir les meilleures compagnies du côté ESG. J'adore ces ratings-là, je ne dis pas le contraire, mais, mais dans vos conversations d'affaires, à vos boardrooms, la conversation environnementale est une véritable conversation. Ce n'est pas une conversation politique, c'est comment vous positionnez votre entreprise pour demain. Puis, parcours des entreprises de demain aide justement dans ce chemin-là. Là. Alors, on pourra parler de ce que vous proposez justement, puis des plans de transition, mais c'est super important. Oui, oui, vraiment. Puis là, je vois le temps qui fait. J'aurais plein d'autres questions à te poser, mais je vais inviter quand même les gens, là, avant que je pose peut-être ma dernière question, à aller voir sur le site web de Parcours. Il y a un premier rapport qui est publié en octobre, justement, qui fait cet état-là, qui aide, en fait, à comprendre c'est quoi les bénéfices pour vous, les entreprises, ce matin, en fait, à développer ces plans de transition-là, à les communiquer à vos investisseurs, à vos parties prenantes. Puis c'est pas juste les investisseurs, hein, comme tu l'as dit toi-même au début, Grégoire, BMO a plein de parties prenantes. C'est pas juste les actionnaires, ben, c'est la même chose pour les entreprises. Puis ensuite, à ce moment-là, après, il va y avoir en fait des lignes directrices pour aider ces entreprises-là par secteur, parce qu'on sait très bien que chaque secteur n'a pas la même parcours en fait de décarbonation, pas les mêmes défis, puis on veut reconnaître ça, puis l'ancrer dans le contexte canadien. Donc, le temps file, je vais comme peut-être poser une dernière question avant qu'on ouvre la porte aux questions de l'audience. Là. Vraiment une question générale en termes de action climatique au niveau des entreprises, puis généralement aussi sur les plans de transition. Est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu aimerais que l'audience en fait retienne par rapport à ça? Ben, en fait, je parlais de façon un peu plus large des plans de transition.
Puis je distinguerais deux choses là. Un plan de transition qui essentiellement, là, on peut mettre une sorte de nomenclature autour des choses, c'est un assemblage de l'ensemble de ce qu'une entreprise fait sur, pour se positionner pour demain Mhm. par rapport à cette question-là. Et ça, toute entreprise, qu'elle le fasse de façon très organisée ou qu'elle le fasse de façon un peu ad hoc, elles le font. Les entreprises se posent des questions sur le futur. Alors, sur la question climatique, les risques physiques, les risques de transition, c'est-à-dire un monde qui se décarbone, des déréglementations qui changent, quels sont les risques pour votre entreprise? La plupart des entreprises le font à différents niveaux. Documentez-le, mettez-le sur papier de façon à ce qu'il y ait un endroit où l'ensemble des initiatives, tant des risques que des actions qui sont prises pour se positionner face à ces risques-là, sur la décarbonation des activités sur lesquelles vous avez le contrôle, sur votre plan par rapport à une décarbonation d'activités sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, si vous pouvez influencer ce que vous le faites, et ainsi de suite. D'avoir tout ça dans un document, c'est hyper utile. C'est utile pour l'ensemble des comités de direction, pour l'ensemble des exécutifs de l'organisation. Ça peut être un document interne. C'est déjà très utile si c'est un document interne. Ça deviendra avec le temps des documents possiblement externes avec Disclosure. Si vous voyez dans le secteur bancaire, le surintendant des institutions financières, OSFI, demande à travers la réglementation B15 des plans de transition chez les banques. C'est des plans qui ont besoin d'être très étoffés, qui pour l'instant ne sont pas des plans nécessairement divulgués. Mais, mais ce qui est fondamental, c'est de s'assurer qu'il y en ait, qu'il y ait des actions de prise, qu'il y ait des décisions de prise et un certain niveau de divulgation. Mais je découplerais un petit peu la question à mon avis, c'est table stakes d'avoir un plan. Après ça, avec toutes les accusations qui viennent de part et d'autre sur la question climatique, elle est tellement polarisée quand je dis de part et d'autre. D'un côté, on fait une affirmation, puis il y en a qui attaquent de greenwashing. Si on fait une affirmation publique, il y en a qui attaquent de l'autre bord, qu'on ne devrait pas travailler là-dessus. Donc, la divulgation est devenue quelque chose de délicat, mais, mais de savoir ce que vous faites et de le documenter, c'est table Mhm. stakes à mon avis. Alors, les plans de transition sont très utiles. Et souvent, quand on documente, on réalise, ah ouais, mais pourquoi on ne fait pas ça aussi? Est-ce que nos compétiteurs le font? Pouvez-vous vous informer si nos compétiteurs le font? Et tranquillement, la roue se met à tourner dans un sens qui a plus de bon sens. Donc, on vous encourage véritablement à accepter ces recommandations-là et à mettre de l'avant. Oui, ça résonne vraiment avec une discussion que j'ai eue récemment avec un entrepreneur d'affaires en construction qui disait, ben, quand tu te penches sur la question des plans de transition, finalement, il y a plein de choses qu'on fait déjà, c'est fait. C'est moins épeurant qu'on pense au Ah final. oui? Il y a plein d'éléments qu'on a déjà, mais c'est de se prendre le temps de se pencher sur ça puis de dire, ah, ben finalement, c'est pas si mal. Puis là, oups, il y a d'autres opportunités qui surgissent quand on se penche sur la question. Fait que je pense que c'est super important pour l'audience de, de prendre ça en considération. Là, je vois le temps. Je pense que Alexandrine va bientôt se rejoindre à nous. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'est vraiment très intéressant de vous entendre sur vos visions, puis merci pour le partage. Juste avant de se lancer dans la période de questions, puis donc j'invite tout le monde qui a envie de poser une question à le faire dans l'espace Q&A. Je voulais seulement rappeler que le webinaire d'aujourd'hui, comme il est enregistré, va être disponible là, également pour la rediffusion. J'aurais peut-être une première question. Grégoire, tu disais d'entrée de jeu une phrase qui moi, a résonné. Un monde en changement amène de nouveaux champions. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a des entreprises qui prennent des postures ou ont des modèles, adoptent certaines pratiques qui ont des plus grandes chances peut-être de devenir nos fleurons de demain, nos grands champions de demain dans l'économie verte vers laquelle on veut aller? Oui, puis je vais pas me permettre de mentionner des noms spécifiques, mais je vais vous mentionner quelques concepts. Euh, Premièrement, la question de la grille verte et de l'électrification des champions de demain. Donc, quand on pense à demain, on pense à l'utilisation de l'électricité d'une façon beaucoup plus intelligente. Alors, ce qu'on appelle la gestion de la demande. Donc, les compagnies de technologie qui utilisent l'intelligence artificielle pour comprendre comment une maison, un édifice, une flotte de véhicules connectés à tout ça, des sources énergétiques qui vont se bonifier autour de ces édifices-là,
du solaire, des batteries des véhicules qui peuvent être utilisées pour nourrir la consommation de l'édifice par la suite à des moments hors pointe. Tout cette concept-là, l'électricité, on ne l'utilise pas de la bonne façon et, euh, et on va l'utiliser de la bonne façon. On va se rendre là. Et donc, il y a une opportunité au Québec pour ces entreprises-là d'être des champions mondiaux. Et je pense on va voir plusieurs d'entre eux continuer à émerger. Euh, L'électrification des flottes, on a certainement des avantages. Polarisation politique, parce que la politique, c'est la politique sur le concept d'une filière batterie. Mais le Québec a des ressources de minéraux critiques qui rend jaloux la planète entière. Euh, il va falloir trouver une façon de développer ces ressources-là de façon environnementalement responsable. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas les meilleurs au monde dans la façon dont on gère une mine, qu'on va chercher ce minerai-là, qu'on ne fait pas juste l'envoyer dans d'autres marchés, qu'on va chercher la valeur ajoutée, qu'on le transforme, qu'on amène des nouveaux secteurs à bâtir au Québec. Et malgré cette polarisation-là, je pense que tous nos partis politiques le reconnaissent en réalité, qu'il y a une superbe opportunité. Le Québec a des ressources naturelles qui vont au-delà des minéraux critiques, qui sont hyper intéressantes. Et donc, quand je regarde, moi, les ressources du Québec, je vois quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a eu à travers les décennies et les siècles derniers. C'est un alignement avec les ressources que le monde a besoin, qui est comme jamais auparavant. Et il va ressortir de ça un ensemble d'entreprises. Puis je rajouterais à la liste, au-delà de l'innovation, euh, je rajouterais nos compagnies d'ingénierie. Alors, on a beaucoup de grandes compagnies d'ingénierie au Québec. Si vous vous demandez comment investir votre capital pour vous aligner avec la transition, c'est très simple, là. Les compagnies d'ingénierie, c'est eux autres qui vont transformer les systèmes d'infrastructure mondiaux, qui vont rebâtir l'environnement bâti, malheureusement, qui vont rebâtir ce que les risques, les cataclysmes climatiques vont nous amener. Euh, il y a un alignement extraordinaire, des opportunités fantastiques du côté ingénierie, évidemment. Puis au Québec, on est très fort dans ça. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je pense qu'on comprend qu'au Québec, on a plusieurs avantages sur lesquels on peut miser. Puis donc, les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu grâce à l'innovation, une bonne gestion énergétique, puis également en misant aussi sur nos forces ici au Québec. Tu as parlé de plusieurs secteurs, transport, construction, le bâtiment et tout ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs secteurs aussi qui ont des projets concrets pour lesquels ça pourra résonner. On a une question ici du public. Donc, est-ce que le risque de divulgation peut être amoindri par l'audit financier traditionnel? La réponse est oui. On a, d'ailleurs, tu sais, je dirais, tout ce qu'on fait chez BMO, on le prend avec cette lentille-là. C'est-à-dire que c'est sûr que ça prend les backups nécessaires pour faire de la divulgation. Pour faire de la divulgation de chiffres qui sont bâtis n'importe comment. Et si ces choses-là sont bien bâties, bien effectivement, il peut y avoir une vérification de fait. Euh, les firmes de vérification aussi évoluent dans qu'est-ce qu'ils sont capables de venir euh, donner des rapports par rapport à certains data. Mais cette évolution-là, elle se fait aussi. Alors, il y a effectivement des façons de se protéger un peu mieux. Ça amène un certain niveau de complexité. Des fois, la question n'est pas simplement, comme je disais tantôt, de savoir est-ce que l'information elle est bien bâtie puis elle est véritable. Il y a en ce moment, quand le monde est si polarisé, ça devient délicat des fois de mettre certaines choses de l'avant. Mais, euh, mais oui, dans l'ensemble, les concepts de divulgation progressent de façon intéressante, importante, puis ils sont pris très au sérieux par les grandes corporations. Si je peux ajouter, Merci. Alexandrine, aussi, tu sais, on l'a dit au début, Grégoire l'a mentionné, je l'ai mentionné, que les risques climatiques, c'est des risques financiers. Donc, il va y avoir de l'information climatique qui peut se retrouver dans les outils financiers, entre guillemets, plus traditionnels. Puis, la divulgation climatique évolue. Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, on est le siège, un des sièges de l'ISSB. Donc, il y a quand même un gros écosystème, en fait, à travers le monde, mais aussi qui se travaille au Canada là, pour faire évoluer ça, puis aider les entreprises à divulguer cette information-là de manière standardisée, transparente, puis de manière crédible. Tout à fait. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous amène peut-être sur une autre question. On a parlé tout à l'heure de ce besoin de, Sonia, c'est toi qui le soulignais,
de rapprocher les gens d'affaires avec la finance, donc les entrepreneurs avec la finance. Puis Grégoire, tu mentionnais aussi le rôle de partenaire principal de vos clients pour BMO en accompagnement. À quel moment les entreprises devraient aller voir justement leur banque ou se rapprocher de cet écosystème-là dans le processus? Est-ce qu'il y a des moments clés auxquels on devrait entamer une discussion? Ben, un des moments clés, c'est la question de décarbonation. Elle va se faire principalement à des moments charnières, des moments clutch que j'appelle, là. Alors, soudainement, on rénove un édifice. Au moment du choix de la rénovation de l'édifice, il y a un moment où on peut choisir un système énergétique qui va décarboner, on peut choisir une isolation qui va améliorer l'efficacité énergétique. Et donc, ce moment clutch-là, ben, c'est un moment effectivement de parler avec son institution financière. Mhm. Souvent, l'institution financière, si elle est bien outillée comme on l'est chez nous, va connaître l'ensemble des programmes qui peuvent être disponibles, tant en subvention qu'en support au financement. Dans notre cas, chez BMO, on a créé des nouveaux programmes financiers en partenariat avec, dans le cas que je vais parler, la Banque d'infrastructure du Canada, où on vient mettre des prêts à la rénovation qui viennent décarboner les édifices où un ingénieur donne un certificat sur la décarbonation et la Banque d'infrastructure du Canada vient garantir le prêt, ce qui fait que la banque arrive à prêter à un taux qui est celui du gouvernement du Canada plutôt qu'un taux traditionnel. Et donc, ça amène une roue virtueuse. Euh, on a fait des trucs similaires en agriculture avec EDC. Alors, il y a différents programmes comme ça qui peuvent être mis en place pour faciliter les moments clutch. Il y a beaucoup de programmes de subvention, donc on les connaît tous. Alors, il y a à ces moments-là, c'est le temps de parler à votre institution financière. De façon générale, c'est une conversation à ouvrir avec votre institution financière. On essaie de voir le plus clairement possible le parcours de décarbonation de l'ensemble de nos clients dans les divulgations que le marché aimerait voir le monde financier faire de mieux en mieux. Il y a ce qu'on appelle nos émissions financées. Donc, qu'est-ce que nous, on finance en termes d'émissions carbone à travers les activités de nos clients? Et on veut bien, mais si nos clients n'ont pas leur propre data, c'est n'importe quoi. Alors, on ne veut pas donner n'importe quoi. On avance dans ces estimés-là. On devient de plus en plus précis. On se considère très bon, mais encore une fois, plusieurs de nos clients n'ont même pas le data. Alors, c'est très, très Mhm. complexe. Alors, ouvrez ces conversations-là. Si on peut être transparent de part et d'autre, ben, on arrive à de meilleurs résultats, puis on s'accompagne dans un futur qui va être décarboné. Merci beaucoup. Donc, il y a des moments charnières, des changements d'équipement ou des moments de décision pour les entreprises qui sont vraiment importants. Puis, ouvrir la discussion permet d'avoir aussi plus de transparence ensemble pour avancer. J'ai une question, je ne sais pas si on va être capable d'y répondre, mais je vous la lance. Pardon. Quel serait l'impact d'une forte demande en électricité pour nos centres de données? Bien sûr, on connaît là, les défis que peuvent poser aussi l'utilisation de plusieurs organisations, puis la demande en électricité en ce moment qui est très grande. Tout à l'heure, on parlait de l'importance justement de bien gérer notre électricité, notamment avec de l'innovation, puis des solutions peut-être intelligentes. Mais est-ce que vous voyez certaines limites peut-être à tout ça ou peut-être des pistes de solutions? Question complexe. Puis ça va peut-être lancer un peu une douche froide, là, ce que je vais dire, mais quand je suis allé à Climate Week à New York, où il y a, en passant, c'était le plus gros Climate Week que j'ai jamais eu, là, il y a 3 semaines, 4 semaines, plus de 100 000 professionnels, l'ensemble du milieu corporatif, à des événements sur les solutions, puis tout ça se passe pendant que Trump dit ce qu'il a à dire aux United Nations, c'est absolument fascinant. Mais euh, quand je dis un peu une douche froide, c'est pour les gens qui passent beaucoup de temps sur la question climatique, ces gens-là sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices sur les choix économiques, les choix politiques. On est dans une démocratie, dans un système capitaliste qui rend cette perspective-là plus difficile pour le système à adopter. Et donc, quand j'étais à Climate Week, j'écoutais Google puis Amazon sur un stage se faire questionner par un journaliste climatique de dire vous avez complètement abandonné vos cibles, vous avez, à cause du AI, vous bâtissez des centres de données avec la génération électrique au gaz. Et Google et Amazon ont répondu mais on n'a rien changé à l'ensemble des initiatives qu'on fait pour décarboner, pour améliorer l'empreinte environnementale de l'ensemble de nos activités. Mais on est une compagnie de technologie, l'AI, on ne l'avait pas prévu il y a 5 ans, mais
le monde le demande, puis on va être le gagnant sur les AI. Alors, on va le développer. Effectivement, nos cibles ne fonctionnent absolument plus. Et il faut réaliser ça, c'est que dans les plans d'affaires des entreprises, ben, c'est pas de nier que soudainement le climat est plus important, ils considèrent tout ça important, mais ils ont à livrer un plan, puis en ce moment, la seule source énergétique disponible, c'est le gaz. Mais il va falloir rembobiner ça à un moment donné, c'est sûr. Mais pour l'instant, il y a un enjeu d'électricité qui fait qu'il y a des centrales au gaz qui continuent à se déployer. Mm. Quand je dis envoie une douche froide, c'est une douche de réalité. Oui. Maintenant, ça n'empêche pas que la question elle est importante, qu'il faut y travailler, puis qu'on va trouver des solutions, puis qu'on va décarboner éventuellement ces sources d'énergie-là aussi, puis qu'on va s'en tourner à la destination. Quand je parle avec n'importe qui dans l'écosystème politique, tout le monde est d'accord qu'il y a un moment dans l'avenir où l'énergie, elle est purement renouvelable. Pas, ça, c'est pas une question. La question, c'est la vitesse et les Mhm. sacrifices à faire au passage. Mais Oui. cette destination-là, elle est claire. Il est clair qu'on va retirer du carbone de l'atmosphère. Il est clair qu'on va décarboner l'ensemble de l'économie. Il est clair que le solaire va se déployer de façon extraordinaire. Tu sais, sur une dose d'optimisme, je vous dirais, Mhm. quand on va regarder dans 30 ans quel était le moment le plus catalytique de l'histoire de la transition, c'est le jour où, pour la première fois de l'histoire du monde, on a découvert une source énergétique qui était rendue moins chère que les industries fossiles. Et Mhm. ces années-là, c'est 2024-2025. C'est là, là, on vient Intéressant. de mettre en place des technologies solaires qui ont tellement baissé en coût que c'est la source énergétique la plus cheap au monde et elle est presque pleinement renouvelable. Le reste est recyclable. Là. Alors, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité d'avoir franchi ce cap-là où la source la plus économique, elle est pleinement renouvelable. Mm. Donc, on vit quand même toute une période de temps, puis peut-être on prendra de la perspective aussi dans 5, 10, 15 ans sur ce qui s'accomplit actuellement. Puis il y a des modèles d'innovation qui gagnent à évoluer justement avec toutes ces solutions-là qui se mettent en place. Merci beaucoup. Je vous lance une toute dernière question avant de clore le webinaire. Puis, on a parlé beaucoup des ventes face, puis peut-être des défis que ça peut poser pour les entreprises, mais peut-être pour nous laisser sur une note aussi inspirante pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. J'aimerais peut-être vous entendre sur ce serait quoi l'avantage en fait de passer à l'action. Donc, si je suis une entreprise à l'écoute et on aimerait pas la convaincre, mais lui expliquer pourquoi la durabilité, c'est un levier pour pardon. C'est un levier pour sa stratégie d'entreprise, pour sa productivité. Qu'est-ce que vous aimeriez leur envoyer comme message? Selon vous, c'est quoi l'avantage à poursuivre les plans de transition? Sonia? Ah, OK, je commence. Ben, je pense que, tu sais, on l'a vu avec le gouvernement fédéral qui vient de déposer son budget la semaine passée. C'est un avantage, en fait, compétitif. C'est simplement, tu sais, si on veut positionner notre entreprise, qu'elle soit compétitive et résiliente dans le futur, ben, c'est pour ça, en fait, qu'il faut agir sur le climat. Puis je pense que c'est ce narratif-là, en fait, qu'il faut se concentrer. Si on, entre guillemets, je vais pas oublier l'enjeu climatique, mais le climat, c'est un enjeu d'affaires, enjeu d'affaires, c'est un risque financier. Il y a plein d'opportunités, comme on l'a dit durant la discussion. Donc, si on le voit sous cette lunette-là, j'espère en fait que ça va pousser les gens, les entreprises qui nous écoutent à agir, qui peuvent peut-être être un peu submergés en fait par les différents bruits qu'on entend. Puis le truc que j'ai mentionné aussi, c'est que ben, en fait, il y en a plein d'entreprises qui agissent déjà. Il y en a plein qui agissent déjà, il ne faut pas oublier ça. Il y a plein d'institutions financières qui ont gardé le cap. Donc, c'est juste est-ce qu'on veut suivre la vague ou on veut rester en arrière en fait de la vague, là. Donc, ouais. Ben, complètement. Alors, les raisons, c'est, encore une fois, le futur, il est certain. C'est sûr qu'on décarbone l'économie. Là. Ça n'existe pas de juste dans le mur en direction continue. Là. Alors, votre industrie va être décarbonée. Euh, et quand elle va approcher de ces tipping points-là, ben, soit vous allez être non compétitif parce que la chaîne d'approvisionnement demande une solution décarbonée, ou vous allez être forcé par une réglementation à changer vos systèmes et potentiellement briser des investissements passés. Ou tout ça, vous pouvez le convertir de risque, ces deux éléments-là, en opportunité, en étant le disruptor qui est à l'avant-scène et qui navigue dans ça de façon avantageuse. Et donc l'opportunité, elle est évidente. Puis après ça, la question de gestion des risques, bien aussi, elle est évidente. Donc, on vous encourage
à faire les actions et à les compiler dans un plan de transition. C'est sûr que c'est super intéressant. Pour moi, ce que Parcours Entreprise de demain amène, c'est justement, là, soyez conscients, là, ce groupe-là, c'est des gens d'affaires qui se sont rassemblés pour guider justement le milieu des affaires. Ça n'a pas été mandaté par personne c'est une superbe initiative. Donc, merci Sonia, merci à toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Puis, on sera là pour donner un coup de main. Merci énormément à tous les deux. Donc, pour tous les participants qui nous écoutent, on va vous envoyer justement de l'information sur le parcours des entreprises de demain à la suite de ce webinaire. Puis, moi, je retiens que les entreprises, en fait, la destination, elle est inévitable. On les invite donc à s'adapter puis à faire face à ces changements-là, mais avec proactivité. Donc, c'est vraiment tout à leur avantage d'aller de l'avant. Je vous remercie énormément pour votre temps aujourd'hui. Pour ceux qui sont à l'écoute, je vous souhaite également une bonne journée. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos ressources sur le site de Convergence, puis l'ensemble de nos webinaires passés également sur le site de Convergence. Donc, merci énormément, puis je vous souhaite à tous une belle journée. Merci. Merci.